Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bienvenue à Buenos Aires Calcio. Encore ensemble pour 30 minutes de foot. Ce soir, nous allons parler du titre en Europe, du titre, pardon, dans tous les championnats, excusez-moi, de la lutte pour l'Europe et de la relégation. On va faire un petit tour des championnats, alors peut-être pas tous, mais c'est vrai que là, dans les sous-titres, j'en aborde trois. On va déjà parler en Allemagne de la fin de championnat du Bayern. J'ai appelé ça le Bayern à un match du zéro pointé. Ce serait une grande première, enfin une grande première depuis longtemps, que le Bayern ne gagne pas un seul titre cette année. Donc franchement, ce serait voilà, pas en Ligue des Champions, pas en Coupe d'Allemagne, pas en championnat. Ce week-end, je pense qu'ils ont scellé le sort du championnat d'Allemagne. Après, il faut que le Borussia Dortmund fasse le travail, mais effectivement, c'est possible. Donc voilà. Ensuite, on abordera, je ne sais pas si vous avez regardé hier, Valence, FC Valence, Real Madrid. Un match à très haute intensité, mais aussi un match qui s'est très très mal passé dans les tribunes et sur le terrain, et en particulier pour Vinicius. Donc voilà, on se posera la question, est-ce que c'est un problème Vinicius ou est-ce que c'est un problème espagnol? Parce que bien entendu, il y a eu des insultes racistes envers Vinicius, et pas que d'une personne. Au début, ça a commencé par une personne, voilà, et puis bon, bref, on en parlera plus en détail. Et enfin, on va parler du sacre de City officiel qui a eu lieu ce week-end, avec la défaite d'Arsenal sur la pelouse de Nottingham Forest, et puis ensuite, bien sûr, la victoire de Manchester City, et le sacre, donc à l'Etihad Stadium, donc c'était une belle histoire. Donc voilà. Salut à tous dans les commentaires, salut Forza Youth, salut Kifkoni, comment ça va? Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là dans les commentaires. Un grand plaisir de t'accueillir. Donc voilà, écoutez, on va commencer sans attendre. D'ailleurs, on va commencer par une devinette de Forza Juve dans les commentaires. Petite devinette, connaissez-vous le championnat où tu peux être 8ème, puis 2ème, puis enfin à nouveau 8ème? Bah non, je sais pas. Ah oui, si, l'Italie, pardon, excuse-moi. Je suis fatigué. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu la sanction de la Juve qui fait en sorte que la Juve sort du top 4 italien. Donc voilà, effectivement, c'est vrai que c'est le seul championnat le seul championnat qui a, comment dirais-je, qui peut t'offrir ça. Donc oui, effectivement. À la Belgique aussi. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique? Alors donc ça veut dire qu'il y en a deux. Kifkoni, quelle est la Belgique? Je sais pas. Donc voilà. Ok. On va commencer gentiment par le Bayern. Alors d'ailleurs en Italie, pour parler de l'Italie et de la Juve, etc., etc. En ce moment, il y a l'AS Rome qui joue et qui est en train de faire un match nul pour l'instant, 2-2 contre la Salernitana. Ils en sont à la 97e minute. Donc ils sont encore dans le temps additionnel, et donc ce serait quand même, en tous les cas, on verra à la fin du match, mais si c'est le cas, ça serait un mauvais résultat, encore un de plus pour l'AS Roma, qui avait perdu contre l'Inter la semaine dernière. Donc voilà, donc certainement encore un de plus, et ça va pas arranger les affaires de tout le monde. Donc voilà. On va voir, parce que ça voudrait dire que la Roma l'Atalanta serait à 3 points du Milan avec 2 journées à jouer, sachant que l'Atalanta et la Roma n'ont pas, je crois, d'avantage individuel sur le Milan, parce que Milan a gagné contre la Roma le match retour là, et a gagné contre l'Atalanta aussi. Donc il est très possible que le Milan est un espèce de joker pour la 4e place, vu que la Juve a pris 10 points de suspension, et donc serait 8ème du championnat. Donc voilà.
un petit peu l'histoire. Donc voilà, on va revenir à nos moutons, on va commencer à parler du Bayern. Le Bayern hier, comme tu disais, Forza Youth, super match Bayern-Leipzig, je me suis régalé devant, et ben moi aussi, absolument, c'était vraiment un superbe match, avec un début de match, un match à rebondissement, parce que le Bayern menait 1-0 à la mi-temps. Il faut savoir que le Bayern, je crois, depuis... je vais dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était... Ah oui, samedi, absolument, tu as tout à fait raison. Hier, c'était Dortmund, c'était samedi soir. Le Bayern, lorsqu'il mène à la mi-temps, n'a pas perdu, à la maison, hein, n'a pas perdu, je crois, en championnat depuis 16 ans. Quelque chose comme ça. Donc ça faisait très longtemps. Et en l'occurrence, c'était la première fois qu'ils perdaient un match après être menés depuis 16 ans. Ils en ont pris 3, et des beaux en plus. Leipzig s'est vraiment réveillé en deuxième mi-temps. Donc voilà, le Bayern enchaîne les mauvais résultats. Alors, je discutais avec un ami supporter du Bayern que vous connaissez pour certains d'entre vous, Kaiser Kopex, qui me disait, est-ce que Tuchel est un mauvais choix? Je pense qu'on ne peut pas juger pour l'instant si Tuchel est un mauvais choix ou un bon choix. Très honnêtement, il a un effectif qu'il n'a pas choisi, il a une équipe dans une forme physique qu'il ne maîtrise pas parce que il est arrivé en toute fin de championnat, enfin bon, il est arrivé au mois de mars, donc voilà, je ne peux pas juger l'état de forme de l'équipe du Bayern à l'heure actuelle sur ce que fait Thomas Tuchel. Il a un groupe qui était au bord de l'explosion avant qu'il arrive. Il est toujours au bord de l'explosion. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'unité du tout dans ce groupe. Il y a des individualités qui essayent de s'en sortir, mais c'est tout. En tous les cas, c'est ce que ça donne à l'extérieur. Alors, Thomas Müller essaye d'être le catalyseur de tout ça. Comment bien sûr Kimmich aussi essaye d'être un petit peu le leader naturel de cette équipe, mais ça fonctionne pas. Et en fait, ils ont des sautes de concentration qui sont impressionnants parce que ce Bayern est capable de bien jouer. Ça, il n'y a pas de doute. Ils le montrent plus, ils l'ont montré de très nombreuses fois durant cette saison. Mais ils sont capables aussi, en 10 minutes, de complètement s'effondrer dans un match. C'est ce qui s'est passé, en l'occurrence, hier contre... enfin, pas hier, samedi, donc. Contre le... Alors, juste pour information, le AS Roma Salernitana est terminé. Il y a bien 2 partout. Donc ça va redistribuer un petit peu les cartes en tête du championnat. Donc voilà, Effectivement, donc ce Bayern est capable de s'effondrer complètement sans aucune raison, finalement. Il n'y a pas vraiment de raison de temps en temps. Hier, par exemple, Leipzig n'était pas, n'a pas fait de transformation complète. C'est juste qu'ils ont continué à un certain rythme et tout d'un coup, le Bayern a lâché. Vraiment, c'est assez surprenant. Alors, le Bayern n'a pas quand même mal joué, ils ont eu des occasions de mettre plusieurs buts, mais ils les ont pas mis, et Leipzig a fait preuve d'énormément de réalisme, et puis bon, ils ont eu 2 pénaltys, mais les 2 pénaltys ne souffrent d'aucune contestation, hein. Il y a bien faute sur Nkunku de la part de Pavard, et il y a bien main de Mazraoui sur le centre, parce que la main est bien décollée du corps. Donc voilà, effectivement, c'est vraiment une vraie victoire de Leipzig, la première de Leipzig au Bayern, hein, de toute son histoire. Alors, il faut dire que Leipzig est un club très récent dans la Bundesliga, dans l'élite allemande. Donc voilà, mais oui, effectivement, c'est la première de Leipzig. Donc une très très grosse victoire, et pour Leipzig, pour s'assurer une qualification en Ligue des Champions, hein. Pourquoi ? Parce que Leipzig est 3e à 4 points de l'Union Berlin, qui est 4e à égalité avec Fribourg, qui sont à 59 points. Donc c'était un match qui était vraiment décisif pour Leipzig, et ils ont gagné au meilleur des moments. Donc vraiment, voilà, très très grosse victoire de Leipzig. Et le Bayern qui potentiellement, à une journée de la fin, hein, donc il n'y a plus qu'une seule journée, qui potentiellement a 2 points de retard, donc peut perdre le championnat. Alors, comment est-ce que ça va jouer la dernière journée ? C'est FC Cologne, Bayern Munich, donc déjà ils sont à l'extérieur, ils jouent contre le FC Cologne, contre Cologne.
Et le Borussia, lui, est à la maison, peut fêter un titre historique, donc après 10 ans de domination sans partage du Barça, pardon, du Bayern, excusez-moi, pardon, à la maison, à Dortmund, contre Mayence. Donc voilà, franchement, super opportunité. Alors, Mayence lutte plus pour rien du tout, hein. Ils sont 9e avec 45 points, bref, ils risquent ni la relégation, ni l'Europe, donc voilà, il va rien se passer pour Mayence. Et le FC Cologne, c'est la même chose. Donc ça, en tous les cas, ils sont vraiment à égalité à ce niveau-là, parce que le FC Cologne est 10e à 42 points, et Mayence est 9e à 45 points, très très loin de la relégation, très très loin de l'Europe. Donc au moins, ça, ce sera vraiment quelque chose d'équitable entre les deux équipes. On va faire un petit tour dans les commentaires. Pourquoi ? Parce que Forza Juve a plein de choses intéressantes à dire. Ce soir, dans le Football Show sur beIN Sport, il disait ce que pense tout le monde, que remplacer un super numéro 9 comme Lewandowski par un 9 qui n'en est pas avec Mané était une énorme erreur. Pavard, après, il rajoute Pavard, quel match catastrophique il a fait samedi. Et enfin, Mayence, ancien club de Klopp et Tuchel, la symbolique serait drôle. Effectivement, c'est vrai que c'est... Bon alors, on va reprendre tout depuis le début. C'est clair que entre Sadio Mané, qui n'est pas un numéro 9, je suis tout à fait d'accord avec toi, et donc Choupo-Moting, qui est un numéro 9, mais dont on ne peut absolument pas, même pas en rêve, comparer les performances avec celles de Lewandowski, effectivement, on peut se dire, et je veux bien concéder, que le titre de Bundesliga se joue là. D'accord. Parce qu'il y a finalement que 2 points d'écart et que probablement avec Lewandowski, il l'aurait fait basculer. Il est vraiment très très décisif, Lewandowski, et il est décisif individuellement, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins que Erling Haaland, il est beaucoup plus capable de faire la différence tout seul. Donc en l'occurrence, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de matchs qui auraient basculé du côté du Bayern et qui ont basculé de l'autre côté parce qu'il n'y avait pas ce buteur providentiel qui qui mettait le deuxième but ou qui mettait le troisième but quand c'était nécessaire de le mettre, ou même le premier but, le seul but du match. Donc voilà. Je pense effectivement que le titre se serait joué là. Mais je pense aussi que Lewandowski, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce Bayern a besoin de 109, a besoin d'un effectif plus étoffé, très honnêtement, en défense en particulier, mais pas que. Au milieu de terrain, Goretzka, Kimmich n'ont absolument aucun remplaçant digne de ce nom, très honnêtement. Les latéraux, alors ok, Davis n'a jamais, et pas mauvais, on va dire sur le papier, mais n'a jamais récupéré son niveau de 2019 de la victoire en Champions League, 2020 d'ailleurs, la victoire en Champions League. Le Pavard n'est toujours pas un latéral droit, ça n'a pas changé, a priori ça n'a pas changé demain, c'est un défenseur central. Ils ont plus de goal aussi, c'est quand même Manuel Neuer s'est cassé la jambe, ça change pas que Manuel Neuer a plus de 34 ans, 5 ans, 36 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, en plus son entraîneur, on va dire privé particulier, s'est fait virer pendant sa blessure. Donc je pense qu'il va revenir dans un état pas terrible en termes de motivation, et je pense que ce serait grand temps que le Bayern passe à un nouveau type de goal, on va dire. Alors, je dis pas que Neuer est un goal du passé, parce que c'est lui qui a inventé les nouveaux goals que sont Courtois, Ederson, Maignan, etc. C'est lui qui a fait franchir un pas au rôle de gardien de but, donc je dis qu'il est bien, mais c'est juste que c'est pas l'avenir quand même, Manuel Neuer. Ensuite, en défense centrale, bon, il manque vraiment un très gros défenseur central, au moins, voire 2. Au milieu de terrain, il n'y a pas de remplaçant. Et en attaque, il n'y a absolument aucun numéro 9. Et les ailiers sont sur courant absolument alternatif, que ce soit Sané, Mané, Gnabry ou... qui c'est qu'il y a encore ? Sané, Mané, Gnabry, voilà, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Mais ça, c'est quand même... Allez, Coman, pardon, j'avais oublié. Comment ? Je savais bien qu'il y en avait un quatrième. Ils sont vraiment sur courant alternatif. Donc, je pense que le Bayern, s'ils avaient gardé Lewandowski, ça aurait pas permis non plus de franchir comment dirais-je, de passer le flambeau à une nouvelle génération. Parce que s'ils continuent à gagner le titre, tout le monde va se dire, bon, ils sont encore en course. Et puis en plus, en phase de poule de Ligue des Champions, ils prennent 18 points, par exemple cette année. Ils ne perdent aucun match, etc., etc. Ok, d'accord, ça change pas qu'ils sont
ils sont loin, voire même très loin de gagner la Ligue des Champions, avec cette équipe-là, ce groupe-là, dès qu'ils arrivent en quart ou en huitième ou en quart, ils peuvent tomber contre une équipe qui les sort instantanément, en fait. Donc, je pense que cette année un petit peu de... Ah oui, est liée sur comment alternatif. Bravo. Alors là, Kif Connie qui dit ça, je suis obligé de le citer parce que c'était magnifique. Donc voilà, donc c'est clair que c'est comment dire. Je pense que cette année blanche va certainement va leur permettre de se rendre compte qu'il faut absolument passer à quelque chose d'autre, parce que pour le Bayern, une année blanche, c'est gravissime. Enfin, c'est comme le Real, hein. Si tu fais une année blanche, tu sautes, hein, donc, donc voilà. Et en l'occurrence, je pense que ça va leur permettre de vraiment renouveler en profondeur leur effectif. Il y a des titulaires à garder, hein, on est bien d'accord, mais je pense quand même que Thomas Müller, ce serait bien qu'il aille voir un petit peu ailleurs pour voir s'il y est, ou en tous les cas qu'il accepte d'être mis sur le banc. Kimmich Goretzka, ce serait très bien que ça tourne un petit peu au milieu du terrain. Et puis en défense, il faudrait quand même trouver 4 joueurs très très forts. Alors ok, il y a notre Hollandais volant là, qui est pas mauvais, mais c'est pas non plus quand même un truc de fou, de Ligt. C'est un bon défenseur, mais c'est pas fou. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire au Bayern, et cette année blanche va leur permettre de le faire. Et je pense que le départ de Lewandowski, bizarrement, va leur rendre service. Donc voilà, tout ça pour en arriver là. Un petit point sur les commentaires. Au goal, si j'étais au Bayern, je foncerais sur Bounou. Il n'a que 32 ans, ce qui est encore jeune pour un gardien. Alors, oui, pourquoi pas, t'as raison, Bounou est un super goal. Hein. Attention, je dis pas ça, c'est vraiment un très 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 bon gardien, hein, franchement. Le truc, c'est que si tu dois recruter un gardien, il faut que tu prennes un bon gardien jeune, style, je sais pas, alors c'est pas pour, parce que bon, je le connais, mais, enfin je le connais, je veux dire, c'est un gardien français, donc forcément j'ai peut-être un œil un petit peu différent sur lui, mais Alban Lafont, par exemple, pourrait être un gardien du futur, d'accord? Et tu peux le laisser grandir à l'ombre de Manuel Neuer, d'accord? Manuel Neuer, je pense qu'encore pendant 2-3 ans, il va être très très bon. Il va vraiment être très très bon. Le problème, c'est que c'est pas le futur. Et que si tu ne permets pas à un gardien d'avenir avec un très gros potentiel de grandir avec Manuel Neuer, en fait, tu prépares pas l'avenir. T'as pas besoin d'un gardien instantanément, je pense, au Bayern. Je dis juste que Sommer, c'est sûr que c'est pas le gardien du Bayern, hein. Je suis désolé, mais c'est un bon gardien de club moyen. Et on avait déjà fait la différence ici entre les gardiens de club moyens et les gardiens de grands clubs. C'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que quand tu te fais canarder tout le match et que tu fais 10 arrêts mais que tu prends 4 buts, bah t'es un très bon gardien, d'accord? Style Areola, par exemple. Mais dès qu'il arrive au Paris Saint-Germain ou au Real, tu vas pas te faire canarder. Tu vas prendre 2 tirs et il va falloir que tu les arrêtes, sinon tu seras jugé comme étant nul. Et ça, c'est un autre métier, en fait. Il y a que des gardiens d'élite qui arrivent à faire ça. En ce moment, tu n'as que Thibaut Courtois, Mike Maignan, alors Ederson dans un certain sens, c'est vrai, en tous les cas, il pèse sur le jeu grâce à son jeu au pied. Après, il a fait des beaux arrêts, hein, quand même, en demi-finale de Champions League. Tu vas avoir le gardien de l'Atlético Madrid, par exemple, qui est un très très bon gardien. Yacine Bounou, effectivement, est un bon gardien, mais encore une fois, on l'a jamais vu dans un très grand club, donc on verra bien. Si un jour ça lui arrive, mais je pense que c'est un petit peu trop tard, il va terminer sa carrière, je pense, à Séville. Mais voilà, c'est ça le truc, et je pense qu'il faut préparer ça, il faut préparer l'avenir. Il faut au moins 2 ou 3 bons défenseurs centraux, au moins 2 ou 3 latéraux, il faut au moins 2 milieux de terrain pour remplacer de bons niveaux, pour remplacer Goretzka, Kimmich, il faut au moins un numéro 9, ça c'est sûr, au moins un numéro 10, et puis il faut que tes ailiers t'arrivent à les remotiver. Bref, énormément de travail au Bayern. Mais voilà, écoutez, c'est bien, après 10 ans de titres d'affilée, déjà c'est incroyable, et je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver, et pour le Bayern et pour la Bundesliga, que Dortmund potentiellement puisse gagner le titre. Après, on n'est pas à l'abri que Dortmund se prenne les pieds dans le tapis lors du dernier match, et que le Bayern gagne, et qu'il gagne le titre à la dernière journée pour 1 point. Tout est possible avec le Dortmund, hein. N'oubliez pas, Dortmund ne déçoit jamais lorsqu'ils ne réussissent pas à faire ce qu'ils devraient faire. Donc voilà, on verra bien à ce moment-là. Voilà. En défense, ils vont foncer sur Guardiol, j'en suis sûr. Guardiol, il est trop fort, franchement. Il joue à Leipzig. Moi, personnellement, je prendrais Nkunku. Alors bon, Nkunku, ok, il est à Chelsea, c'est le 83e joueur sous contrat de Chelsea. Mais en revanche, il y a des très très bons coups à Chelsea à faire cet été, hein. Là, si j'étais le Bayern, Chelsea, je pense que ce serait mon vivier numéro 1. Parce que là, Chelsea va être obligé de dégraisser. C'est impossible autrement.
Donc là, il va y avoir du gros solde. Hein. Là, c'est les soldes de l'année. Hein. Il va vraiment falloir y aller. J'espère d'ailleurs, en tant que supporter du Milan, que Milan va vraiment se jeter sur les joueurs de Chelsea, parce que, ouais. Alors après, je suis d'accord, Kifkoni, je suis d'accord avec Kai Havertz, Lukaku, c'est vrai. Mais si Pochettino laisse partir Kai Havertz et Lukaku, il a rien compris. Avec Kai Havertz et Lukaku, je pense vraiment que tu peux gagner le championnat d'Angleterre. Franchement, imagine cette doublette. Cette doublette, elle est incroyable. Lukaku en 9 et Kai Havertz en 9,5, mais c'est incroyable. Hein. Donc voilà. Moi, non, je reste en Allemagne, je prends Kolo Muani et Guardiol pour le Bayern. Guardiol, en tous les cas. Kolo Muani, pour l'instant, je suis pas sûr. J'aimerais qu'il ait pour le Bayern, hein, je parle. Je pense que ce serait pas mal qu'il ait, bon, quoique, pourquoi pas, mais ce serait quand même pas mal qu'il ait une étape, un niveau intermédiaire, même. Bref. Voilà. Bon, écoutez, en tous les cas, pour l'Allemagne, c'en est tout pour ce soir. Hein. Ça ne veut pas dire que, parce que la semaine prochaine, bien sûr, il va y avoir un sujet brûlant, vu que ça sera la fin du championnat d'Allemagne. Donc, ce sera un sujet brûlant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, on va passer au deuxième sujet. C'est le problème Vinicius ou un problème espagnol. Dortmund champion en perdant Haaland, ce serait dingue quand même. Oui, c'est vrai. T'as raison. C'est pas faux. C'est clair. Ce serait, ouais. Écoute, Haaland est allé gagner le championnat d'Angleterre avec un record de buts historique. Donc voilà, tout le monde est content. Et Dortmund et Erling Haaland. Donc le problème Vinicius, je ne sais pas si vous avez vu, donc bien sûr le FC Valence est en lutte pour la relégation. Ils sont 13e à 40 points. Le premier relégable est à 35 points, donc en théorie à 3 journées de la fin. C'est pas encore sûr, mais ils sont bien partis parce qu'ils ont quand même beaucoup d'équipes. Ils ont 4 équipes entre eux et la zone de relégation. Donc potentiellement la victoire d'hier les a quasi sauvés. C'est d'ailleurs aussi pour ça que c'était un match très 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 serré à Mestalla. Le Real, après sa déconvenue assez astronomique contre Manchester City, venait un petit peu en touriste, hein, c'était vraiment pour la gloire, hein, qui venait pour, on va dire, l'intérêt sportif du championnat d'Espagne, parce que, bon, ok, il fallait pas non plus qu'ils prennent les mouchoirs blancs à la dernière journée au Bernabéu, enfin, au dernier match au Bernabéu, ce serait dommage, parce que vous savez ce que ça veut dire en Espagne, les mouchoirs blancs, hein, ça veut dire que tout le monde dehors, mais ce que je veux dire, enfin, c'est que les socios demandent que tout le monde soit viré, donc c'est vrai que c'était juste un match un petit peu comme ça pour se remettre un peu d'aplomb après cette grosse défaite en Champions League. Et le Real a tenu son rang. C'était un match très très enlevé, avec énormément de tension, des joueurs qui sont très très engagés. Le Real a fait vraiment un bon match, hein, alors qu'ils n'ont pas grand chose à jouer. Hein. Ils sont deuxième, ils vont peut-être descendre troisième si ça continue comme ça, mais de toute façon ils seront pas au-delà, hein, parce que le quatrième est quand même relativement loin en championnat d'Espagne. Donc un plutôt bon match du champion d'Espagne. Valence était très très tendu, bien entendu, et c'est vrai que ça a commencé à des petites échauffourées. Et Vinicius, vous le savez, c'est une tête de Turc en ce moment en Espagne. Alors il est très provocateur. Et avec les publics extérieurs, enfin bien sûr forcément à Bernabéu ça se passe plutôt bien, mais quand il est à l'extérieur, il est très provocateur avec le public, très provocateur avec les joueurs adverses, il réagit énormément, c'est quelqu'un qui est, on va dire, passionnel, on le voit, hein, dès qu'on lui fait une faute, on a l'impression qu'ils vont lui arracher une jambe, il demande des cartons jaunes en permanence, il se prend la tête avec les autres, bref, c'est quelqu'un de passionné dans le foot, donc moi ça me choque pas, parce qu'il est pas violent, c'est juste de la passion, quoi, il s'embrouille, il discute, voilà, enfin moi je trouve ça plutôt normal, mais c'est vrai que les publics espagnols ont tendance à le prendre comme bouc émissaire un petit peu, et à l'insulter, et pour le faire sortir de son match, parce que c'est probablement le meilleur joueur du championnat d'Espagne, hein, je pense qu'il n'y a pas au-dessus en ce moment, en Espagne, hein, je parle. Bah effectivement, il l'insulte souvent, et ces derniers temps, il l'insulte quand même assez souvent avec des insultes racistes. Alors, en Espagne, ça avait disparu pendant des années,
Et c'est vrai que ça revient en force cette année. Alors l'année dernière aussi, il y a eu quelques petites histoires, mais là ça commence à devenir à se généraliser, on va dire, pas se généraliser quand même, j'irai pas jusque là, mais c'est assez fréquent. Et le problème c'est que là par exemple hier soir à Mestalla, je sais pas si vous avez entendu, mais c'était 70 000 personnes qui le traitaient de singe, Vinicius. Alors je vais essayer de pousser la logique d'un supporter abruti jusqu'au bout. Je me dis, ce que je veux vraiment, c'est que le FC Valence ne soit pas la reléguée. Et donc, je vais utiliser tous les moyens à ma disposition, peu importe la déontologie, je vais utiliser tous les moyens à ma disposition, légaux, enfin plus ou moins, en l'occurrence c'est pas légal, mais je veux dire pas violent quoi, pour faire sortir de son match tel joueur qui est le meilleur joueur de l'équipe. Donc, je vais l'insulter de singe. Déjà, c'est assez lunaire comme idée. Déjà, l'idée est complètement lunaire. Mais imaginons, ok, tu fais ça. D'accord, bon, alors t'es 3 débiles dans les tribunes, et puis tu fais ce genre de choses, comme malheureusement ça se voit, pas que dans le championnat d'Espagne, hein, on a le même problème en Italie, alors c'est peut-être un peu moins fréquent ces derniers temps, mais ça existe, cette année ça a encore existé, c'est moins de façon systématique qu'en Espagne ces derniers temps, mais ça existe quand même. Et en l'occurrence, donc, il y a 3 débiles qui le font. Passons encore. Je me dis, bon, il y a 3 êtres humains qui ont un QI proche de la moule, qui se réunissent et qui disent des trucs comme ça. Bon, allez, ok, d'accord. Mais là, hier, à Mestalla, il y a 60 000 sur les 70 000 qui ont chanté, qui ont insulté Vinicius de singe. Mais je veux dire, attendez, c'est... enfin, moi, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, ça, comme situation en tant que supporter. Mais je suis à San Siro. À côté de moi, il y a un gars qui commence à insulter un des joueurs adverses de singe. Je vais pas tout d'un coup me dire « Ah ouais, c'est une bonne idée » et sauter et l'insulter de singe. Au pire, je dis rien, parce que ils sont 150 autour de moi et que je me dis « Si je dis quelque chose, je risque d'en prendre une. » Au pire. Et normalement, si je suis un être humain normal, je lui dis « Mais arrête, qu'est-ce que tu racontes, quoi ?» Tu vois, c'est pas possible. Tu dois pas rester comme ça, à te dire « Ah il l'insulte de singe, tiens, je vais le chanter avec eux. » Mais c'est fou, en fait. Et c'est ça que je trouve complètement dingo, c'est que il y a des stades comme ça, comme Mestalla, là, qui est réputé pour être un stade raciste, où les gens en arrivent à être 60 000 à les traiter de singe. Là, j'avoue que je suis tombé des nues, j'étais devant la télé comme ça, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire, en fait? Donc, bon, après, Vinicius, finalement, bien sûr, Ancelotti a demandé à ce que le match soit interrompu. C'est normal, vu que c'est pas un individu, parce que, en fait, ça commence par un individu, Vinicius le voit, l'insulte, le désigne, la police vient le chercher dans la tribune, l'expulse, le match reprend. Et ensuite, c'est tout le stade qui insulte Vinicius de singe. Donc là, à ce moment-là, Vinicius dit « C'est bon, j'arrête de jouer ». Ancelotti discute à Vinicius en lui demandant « Tu veux rester, tu veux sortir, qu'est-ce que tu veux faire ?» etc. Ancelotti demande à l'arbitre d'arrêter le match, vu que c'est l'ensemble du stade qui l'insulte. Enfin bref, ça devient un espèce de truc complètement dingue. Finalement, le match continue. Il y a une action un petit peu litigieuse. Vinicius se fait agresser, littéralement, il se fait étrangler. Il réagit. Et c'est le seul à prendre un carton rouge. Alors ça, c'était la cerise sur le gâteau. Là, c'était... Donc le mec s'est fait insulter par 60 000 personnes. Et en plus de ça, on lui met un carton rouge parce qu'il réagit au fait qu'il se fasse étrangler dans une histoire un peu bizarre avec le goal sur un corner. C'était juste Vinicius voulait récupérer la balle, le défenseur voulait pas lui rendre, le gardien vient s'en mêler, bref, ça part en espèce de pseudo-pugilat, hein, vous connaissez le football, hein, c'est pas du MMA ni du rugby, hein, donc c'est toujours des vas-y que je te pousse, mais retiens-moi tant qu'il y a quelqu'un entre nous. Donc voilà, mais ça change pas que, en fait, ok, il peut mettre carton rouge à Vinicius, ça me dérange pas, c'est pas parce qu'il s'est fait insulter qu'il est exempt de tout reproche. C'est pas le problème. Le truc, c'est que s'il met un carton rouge à Vinicius, la VAR, parce que c'est la VAR qui prend cette décision, la VAR, en fait, elle doit revenir. Au début de l'action, elle doit mettre un carton rouge au goal, elle doit mettre un carton rouge au mec qui étrangle Vinicius, et ensuite, un carton rouge à Vinicius qui réagit mal. Donc voilà, pas de problème, mais là, tu dois mettre 3 cartons rouges, en fait. Donc voilà, et je sais pas pourquoi, voilà.
il y avait pas l'idée d'arrêter les matchs maintenant quand cela se produit, au moins en France. Bah, encore une fois, salut Jacques Lafritte, déjà, merci d'être là. Le truc, c'est que effectivement, Ancelotti, c'est ce qu'il a demandé, et je pense que ça aurait été un bon exemple, parce que si tu arrêtes le match pour des chants racistes, ça veut dire aussi que l'équipe perd le match sur tapis vert. 3-0, bisous, c'est gentil. Et quand t'es le FC Valence et que tu es pour la lutte pour la relégation, bah ça va faire réfléchir 2-3 équipes qui potentiellement peuvent accrocher l'Europe ou un truc comme ça. Les espèces de 3 débiles là qu'on lancé ce chant de singe, bah, la prochaine fois, peut-être qu'ils réfléchiraient à ce qu'ils feraient. Et je pense que tant qu'on fera pas ça, tant qu'on sanctionnera pas sur tapis vert l'équipe, alors c'est dégueulasse, hein, parce que les footballeurs, malheureusement, ils ont rien demandé, hein, mais je pense que ça ferait vraiment réfléchir les supporters. Enfin, j'espère, en tous les cas. Moi, personnellement, j'aimerais pas que mon équipe perde 3-0 parce que je suis débile. Ça m'embêterait. Donc voilà. Forza Juve, pourquoi c'est qu'avec Vinicius, il y a plein d'autres joueurs de couleur en Espagne? Effectivement. En revanche, je suis d'accord avec toi, Forza Juve, Vinicius, c'est le seul qui est aussi fort. Déjà, première chose, hein, c'est un petit peu ce qui se passe avec les joueurs forts en Italie. Hein, le week-end dernier ou le week-end d'avant, l'ensemble du stade de l'Atalanta, alors je vais pas dire l'ensemble, mais au moins 40 ou 50 000 personnes, 30 000 personnes, ont insulté Vlahovic je sais même pas, mais c'était des insultes concernant les gens du voyage, ou les Digan, bref, je sais pas exactement, parce que Vlahovic, c'est le plus fort. D'ailleurs, il avait marqué ce jour-là, et il avait pris aussi un carton jaune parce qu'il avait réagi face aux supporters, ce qui est complètement fou, ça, quand même. Il se fait insulter des chants racistes qui sont interdits par la loi, parce que c'est ça, le truc. Le gros problème, c'est pas insulter des gens, insulter de connards un joueur de foot, tout le monde le fait. Le truc, c'est que ça, c'est pas interdit. En revanche, insulter quelqu'un pour sa race, sa religion, sa couleur, etc., ça, c'est interdit. Ça s'appelle, c'est interdit par la loi, donc tu dois pas le faire. C'est simple, c'est comme ça, en démocratie, c'est comme ça que ça marche, la vie. Tu dis tout ce que tu veux, sauf ce qui est interdit par la loi. Voilà, c'est comme ça que la liberté d'expression existe. Donc voilà, donc effectivement, Vinicius, il cherche à lui faire péter les plombs. Au fond d'eux, les débilos qui chantent ça, je pense pas qu'ils soient foncièrement racistes, en fait, en vrai. C'est juste qu'ils sont foncièrement bêtes. Ça, en revanche, c'est quelque chose de vraiment sûr. Ils ont fait exactement la même chose à Lukaku, qui a pris aussi un carton jaune et finalement qui a été annulé. Enfin bon, bref, parce que voilà, ils essayent de le faire péter un plomb parce que c'est un joueur remarquable et en l'occurrence qui est décisif pour son équipe. Donc c'est clair que si lui tu le fais sortir de son match, t'as quand même de plus grandes chances de gagner ton match. C'est ça qui est un peu débile, quoi. Et d'ailleurs, on a enlevé le rouge à Lukaku pour la même raison, mais pas le jaune de Vlahovic. Ouais, absolument. Ça c'est ça aussi, c'est lunaire. Bon, après, franchement, la Ligue italienne, j'adore la Serie A, hein, mais la Ligue italienne, c'est l'espace. Hein, c'est l'espace intersidéral. Hein, c'est n'importe quoi. Donc voilà, en gros, je ne sais pas si c'est un problème espagnol ou c'est un problème Vinicius. Je pense sincèrement que c'est très très lié au fait que Vinicius est très très fort et que tout le monde a peur de lui, qu'en plus il est provocateur et que donc tout le monde se dit, il est nerveux, on va le faire péter les plombs. Le problème, c'est que c'est vraiment des gros débiles qui font des trucs comme ça, donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de ce genre de choses, enfin voilà. Donc oui, c'est vraiment pénible, effectivement, de voir ça. Après, est-ce que c'est un problème espagnol? Il y a déjà eu des problèmes de racisme en Espagne, c'est pas la première fois, et ça continuera certainement. L'Espagne avait réagi très très fortement il y a une dizaine d'années pour sortir tous les groupuscules un peu racistes des stades. J'espère qu'ils auront une réaction tout aussi violente pour cette deuxième partie, quoi. Donc voilà, on verra bien. Enfin. Bref, on en termine avec ça. J'espère que d'ici la fin de saison, on n'aura plus à parler de ce genre de problème, ni en Italie, ni en Espagne, ni en France, ni nulle part. Donc voilà. On va terminer sur plutôt une bonne note. City et 2-3. Trois titres d'affilée. Hein. Arsenal s'était planté contre Nottingham Forest. Ils avaient perdu. Et City a cueilli le titre gentiment. Le 3e d'affilée, c'est le premier club à le faire depuis Manchester United. Alors Manchester United l'a fait 2 fois. Ils ont gagné 2 fois. 3 titres d'affilée. Manchester City n'en est pas encore là. Pour l'instant, ils en ont gagné que juste 1 fois, 3 fois d'affilée. Donc voilà. Mais Manchester City peut rattraper Manchester United sur un autre record du football anglais. C'est Manchester United est le seul club à avoir fait le triplé en Angleterre. Hein, donc Cup, Champions League, championnat.
Et donc Manchester City a remporté la première levée de son triptyque magique. Donc on va voir un petit peu s'ils vont réussir à gagner justement la Cup contre Manchester United et enfin la Champions League contre l'Inter. Donc voilà, l'Inter, un des 3 représentants du football italien en finale de Coupe d'Europe, c'est fantastique. Si au début de la saison on m'avait dit ça, j'arrête pas de dire que la Serie A est forte, mais qu'il y ait la Fiorentina, la Roma et l'Inter en finale des 3 Coupes d'Europe, ça j'avoue que même dans mes rêves les plus fous, je n'y aurais pas songé. Mais bon, ça veut dire qu'on travaille bien, donc c'est pas mal. Forza Juve qui nous dit quand même sur le sujet précédent, tu avais le reportage sur le racisme de Canal et l'histoire Balotelli, j'en ai pleuré, trop triste. Oui, effectivement, oui, je l'avais vu. Je l'ai vu ce reportage. Ouais, c'est triste, c'est vraiment triste. Enfin, bref. Les mentalités changent, mais les mentalités changent vraiment lentement, et l'espèce humaine est une espèce qui est vraiment particulière. C'est quand même la seule espèce qui est capable de se détester pour une question de couleur, de religion, de choses comme ça. Bon, bref. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lions qui s'embrouillent pour la couleur de leur crinière, mais bon, bref, nous, on y arrive. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc City qui a gagné par la plus petite marge possible son match, 1-0, but de Julian Alvarez. Ils avaient un banc stratosphérique, parce que Guardiola avait fait tourner tout ce qui bougeait lors du match. Donc tous les titulaires, pas tous, mais quasi tous les titulaires étaient sur le banc, et c'était les remplaçants. Alors quand tu vois la gueule de l'équipe des remplaçants de Manchester City, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord, ils peuvent gagner en fait le titre avec les 2 équipes, quasi, donc voilà. Alors pour en revenir au match, l'attaque B de City, je suis jaloux, mais moi aussi c'est n'importe quoi, c'est ce que je te disais, c'est complètement fou en fait cette équipe. Donc oui, ils gagnent, on en parlait la semaine dernière, oui ils gagnent, enfin jeudi là. Oui, ils gagnent, bien sûr. Pep Guardiola développe un jeu fantastique, mais quand tu vois l'effectif de Manchester City, tu te dis quand même que oui, il faut le faire, parce que, par exemple, il y a beaucoup d'autres clubs qui ont des superbes effectifs, comme par exemple Chelsea, je pense, n'a rien à envier à l'effectif de Manchester City, et pourtant ça donne quelque chose de complètement différent. Donc oui, il faut le faire, mais finalement avec ce type d'effectif, tu t'attends pas à autre chose. En fait, c'est pas possible, quoi. C'est bien construit, en revanche, c'est travaillé, etc. Donc c'est effectivement, mais je trouve même limite que ça a pas assez de résultats. Tu vois, Chelsea, par exemple, ils investissent une année 300 millions, ou 225 millions, là, ils gagnent la Ligue des Champions direct au bout, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu, alors que Manchester City, ça fait 15 ans qu'ils tournent autour, et dont 7 ans avec Pep Guardiola, qui est soi-disant le meilleur coach du monde. Donc, voilà, j'essaye de remettre juste l'église au milieu du village. City est une équipe fantastique, ça n'est pas encore un grand club, on en est même très loin. Donc voilà, c'est une grande équipe en ce moment. Est-ce que ce sera un grand club un jour ? Je sais pas, on le verra dans 50 ans. Je pourrais pas vous le dire dans 3 ans parce qu'ils ont gagné une Ligue des Champions. C'est pas comme ça qu'on devient un grand club. Donc voilà. Pas sûr que City l'emporte contre l'Inter, je suis tout à fait d'accord avec toi, Kif Kony. L'Inter va offrir autre chose que ce que le Real a offert à Manchester City. Les premiers chocs, je pense que les premiers chocs vont faire énormément de dégâts à City, parce que l'Inter est une équipe ultra rugueuse et vraiment méchante quand elle s'y met. Donc oui, absolument, l'Inter va bétonner, ça les embête absolument pas d'avoir le ballon, au contraire. Quand ils n'ont pas le ballon, ils sont bien plus performants que quand ils l'ont. C'est ce qui fait en sorte qu'ils ont 12 défaites, souvent contre des petits. Ils n'ont pas perdu beaucoup contre les gros, l'Inter, cette année. Contre les petits, en revanche, ils galèrent parce qu'ils détestent avoir le ballon. Contre les gros, ils ont mis des roustes quasi à tout le monde. Donc voilà. Bon, alors là, ok, hier soir, ils en ont pris une contre le Napoli. Mais bon, après, la décompression post-Champions League, on la connaît, surtout quand tu vas en finale de Ligue des Champions. Bref, personne veut se blesser, tout le monde se dit de toute façon, on est dans les 4, qu'est-ce qu'on va aller chercher, le titre il est plié, etc. Et puis, le Napoli a envie de montrer, marquer un peu son territoire en disant on a gagné le titre et on est vraiment les meilleurs. On tape le finaliste de la Champions League. Donc, voilà. Je pense que c'est un peu le truc. Forza Juve qui dit, je me dis pas évident quand même à gérer, dire aux 3 joueurs qui étaient en attaque hier que vous êtes des super subs, ça peut faire exploser un vestiaire. Oui, ça c'est vrai. Ça en revanche, c'est vrai que il arrive bien, Guardiola, à manager les égos.
Ça, c'est une de ses qualités numéro une, hein, clairement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec toi, Forza Juve. Ça, c'est une de ses bonnes qualités. Il arrive à faire que les gens s'intègrent dans un projet collectif. Et c'est quelque chose qui fait très très bien, vraiment. Chapeau. Alors, au-delà de son fond de jeu, hein, qui est des fois comment dirais-je, trop théorique pour moi, et je pense que de temps en temps il devrait être un petit peu plus direct, un petit peu plus sale, un petit peu plus pour gagner des titres, justement. Je pense qu'il en aurait plus si c'était moins un esthète du football. Mais bon, parce que le football, c'est aussi un sport de filou. Je veux dire, si moi j'aime le foot, c'est aussi parce que c'est un sport de filou. Et quand tu peux pas gagner un titre si ton short il est tout blanc, ça n'existe pas. Donc voilà, tu peux pas gagner un titre si t'as pas un tant soit peu de vice, de méchanceté, de choses comme ça. Toutes les équipes qui gagnent, elles ont ça aussi. Hein. Elles ont pas que des super joueurs, un super fond de jeu, etc. Donc voilà. Un petit peu ce que j'en pense. À Paris, il serait top pour ça, ce serait un gros coup du PSG de le prendre. Car pour moi, s'il gagne la Ligue des Champions, il peut vouloir d'un nouveau projet et Paris serait parfait comme challenge. Ouais, je pense que s'il gagne la Ligue des Champions, tu sais, l'équipe du Brésil est pas loin non plus. Hein. Il entraînera jamais l'équipe d'Espagne. Le Brésil est sur Ancelotti et Guardiola depuis plusieurs années. Ils essaient d'avoir l'un ou l'autre. C'est triste pour le Brésil. Mais effectivement, je pense que le Brésil, va sélectionner un des deux entraîneurs stars qui va se libérer, je pense. Et franchement, pour Guardiola, qui n'a pas vraiment d'équipe nationale, parce qu'il ne considère pas l'Espagne comme une équipe nationale, parce qu'il est clairement indépendantiste catalan, je pense que ça peut être intéressant pour lui de prendre une équipe comme le Brésil. Tu gagnes une Coupe du Monde avec le Brésil, c'est la cerise sur le gâteau pour un entraîneur. Il n'y a pas de... Enfin, je sais pas si tu peux faire mieux, quoi, en fait. Bon, si, avec ton pays, mais lui, il n'a pas de pays, donc c'est réglé, quoi. Du mal à le voir sélectionneur Guardiola, Ancelotti plus. Ouais, c'est possible. Mais bon, tu sais aussi, Guardiola, il vieillit, hein. Peut-être que le football tous les jours, peut-être ça va le saouler un peu. Et puis je pense aussi que le Brésil est tellement à l'agonie de son football et puis voit le copain argentin, enfin l'ennemi héréditaire argentin reprendre du poil de la bête, qui a gagné la Copa América, qui a gagné la Coupe du Monde. Je pense qu'ils sont capables de faire énormément de sacrifices pour Guardiola, et Guardiola pourrait peut-être même un petit peu changer le game. Et je le vois bien créer une équipe du Brésil qui l'entraînerait beaucoup plus fréquemment que les autres équipes, avec que des joueurs du Brésil, avec des espèces de contrats, un peu comme, je sais pas, le rugby. Bon, là, je pars dans un délire. Mais il est possible il peut faire plier la fédération du Brésil et leur proposer un projet complètement out of the box, sans les stars européennes, quoi. C'est possible, hein. Il est capable. Hein. Donc voilà. Puis le vivier qu'ils ont au Brésil, il a pas besoin des stars européennes, parce que en fait c'est les stars européennes qui sont pas encore parties, tu vas les avoir, quoi. Donc voilà, je sais pas. On verra bien hein, de quoi demain sera fait, mais le football est toujours en train de se réinventer, donc voilà. Bref, à part ça, Lens est bien parti pour être deuxième. La troisième place en France est bien partie pour ne pas être qualificative, hein, parce que la Roma c'est encore foiré ce soir contre la Salernitana, donc potentiellement ils peuvent ne pas être dans les 4, et donc ça ne libérerait pas une qualification. Donc si la Roma, même si la Roma gagne l'Europa League, en fait ils seront juste qualifiés en Champions League en plus des 4 Italiens. C'est que si jamais tu es déjà qualifié pour la Champions League, que ça libère une place, mais dans les phases qualificatives. Donc voilà, c'est pas une place en plus en Italie par exemple, hein, c'est pas le 5e d'Italie qui devient tout d'un coup qualifiable. C'est pas comme ça, c'est en gros dans l'ordre, voilà. Il manque juste que Shakhtar gagne le titre et Marseille sera tête de série pour les barrages. Ouais, ok, mais bon, les barrages, tu sais, et les équipes françaises, ça fait pas bon ménage, et surtout, c'est un très mauvais moment dans la saison. C'est très compliqué de... Salut, Kif Kony, merci beaucoup, de toute façon, on a terminé. Bonne soirée, bonne semaine, les gars, merci toi aussi, hein. Ciao, à lundi. À jeudi, pardon. Donc voilà.
Ok, bon, et on verra bien pour le championnat de France. Voilà, ton mercato surtout de faire les barrages, absolument. Et surtout, ta reprise de championnat, d'entraînement est beaucoup plus tôt que les autres. Donc potentiellement, tu as un gros trou au mois de novembre généralement. Très très gros trou physique au mois de novembre qui tue un petit peu ta saison. Généralement, c'est ça qui arrive aux équipes qui se qualifient via les tours qualificatifs, c'est-à-dire ils sont prêts beaucoup plus tôt dans le championnat, mais en revanche au mois de novembre ils ont un trou monstrueux quand les autres sont au top. Donc voilà, on verra bien. Surtout une année d'euro, en plus, ouais, c'est vrai qu'il y a l'euro en fin d'année, donc il faut faire, ça fera effectivement énormément de matchs, tout à fait. Donc voilà, bah écoutez, ça a été un plaisir de passer ces plus de 30 minutes quand même ensemble, là, ce soir, 45 minutes ensemble. En même temps, on avait beaucoup de sujets, surtout le Bayern. Donc voilà, bah, et puis Vinicius aussi, le problème de racisme. Bref, on a abordé pas mal de sujets ce soir qui étaient épineux. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis voilà, bah, en tous les cas, ça a toujours été comme d'habitude, un plaisir de discuter avec vous et je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve jeudi soir pour encore une fois parler de football tous ensemble. En attendant, vous pouvez retrouver Buonasera Calcio sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, sur la chaîne YouTube de Buonasera Calcio, bien sûr sur Twitch et sur toutes les plateformes de streaming et en particulier Apple Podcast. Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité, merci de votre présence, merci de vos commentaires. Encore une fois, ça me fait vraiment chaud au cœur tous les soirs de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente soirée à jeudi et n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao ciao.